Si je devais résumer mes lectures de ce mois-ci en quelques mots-clés, je dirais écriture inclusive, réécriture mythologique et déception masculine, j'imagine. Bonjour, mon nom est Séraphine, vous pouvez m'appeler Séraph, et aujourd'hui je vous propose un format différent des Tu parles trop meuf, qui va consister simplement en une review de mes lectures de ce mois-ci. Alors pour commencer ce mois-ci, je vais vous parler d'une série, Le silence des vaincus et les exilés de Troie de Pat Barker. On va donc avoir dans le premier tome l'histoire de Briseis, reine de Lyrnessos, qui est offerte en trophée à Achille après que celui-ci ait pris sa ville. Et au passage, il a aussi tué son mari et ses frères. On a donc là un personnage féminin qui est fort, mais qui est surtout une survivante. Briseis passe de reine à esclave et au final, en fait, sa situation ne varie qu'à moitié d'un passage à un autre. C'est une réécriture que je trouve particulièrement intéressante et je dirais même presque essentielle parce que Pat Barker ne mâche pas ses mots à aucun moment, que ce soit pour parler des femmes ou que ce soit pour parler des hommes et surtout de la situation globale dans laquelle ils se retrouvent. On a bien sûr tous les personnages mythologiques qui nous intéressent, qui interagissent les uns avec les autres, mais c'est d'une manière qui est franchement moderne et en même temps qui nous émerge vraiment dans leur réalité. Moi, c'est le gros point positif de ce livre, c'est le réalisme et la profondeur de chaque personnage. Ça tombe jamais dans la caricature, ça dépeint juste des personnalités qui sont tellement concrètes qu'on a vraiment l'impression que tout ça s'est réellement passé. Et je trouve que c'est d'autant plus un bon point que c'est évidemment un récit mythologique. Le premier tome commence lorsque donc, Achille prend la ville de Lyrnessos et que Briseis est capturé et s'achève à la fin de la guerre de Troie. Le deuxième tome lui se passe après la guerre de Troie, dans ce moment où les dieux mécontents font en sorte que tous les acteurs de la guerre de Troie du côté des Grecs se retrouvent bloqués dans leur campement militaire. Ce qui est aussi intéressant du coup dans le tome 2, c'est que là on va avoir toutes les femmes troyennes qui vont se retrouver au même endroit que Briseis. Et Briseis en plus les a déjà connues, puisque évidemment c'est une Troyenne, mais elle a passé du temps avec Hélène. Enfin bref, je vais pas trop en parler, en tout cas lisez-le, il est incroyable. La narration est exceptionnelle, ça se lit très bien et dans un style que je trouve sublime, parce que c'est à la fois très cru et plein d'élégance. Bref, Pat Barker, une très bonne découverte de ce mois-ci. Et en toute logique, du coup, le troisième livre dont je vais vous parler, c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Et alors, pour la petite anecdote, initialement, en fait, je venais pour commander Le Chant d'Achille, qui est un peu le best-seller qui enflamme la toile depuis 1 an et demi. Et donc, ma libraire a jugé bon de me recommander le livre de Pat Barker parce qu'il l'avait pas. Je suis persuadée qu'elle savait ce qu'elle était en train de faire lorsqu'elle m'a recommandé de lire Le silence des vaincus avant de lire Le Chant d'Achille. J'ai détesté Le Chant d'Achille. Je l'ai pas détesté, détester c'est un bien grand mot. Le Chant d'Achille se concentre sur Patrocle, qui est le compagnon d'armes de Achille, selon les récits d'Homère, mais il y a quand même pas mal de petits détails qui laissent à penser que lui, comme beaucoup d'autres personnages masculins historiques très intimes, peut-être qu'il y aurait pu avoir un peu plus qu'une simple fraternité masculine et virile militaire. Et du coup, le livre prend ce point de vue-là en faisant de Patrocle le grand amour d'Achille et inversement. Ce que j'ai pas aimé, c'est que en fait, dans Le silence des vaincus, Achille est un personnage qui est tellement profond, et Patrocle également, que du coup je les ai trouvés extrêmement ternes dans Le Chant d'Achille. L'histoire d'amour reste magnifique, c'est très progressif et avec beaucoup de poésie, mais du coup en fait ça se concentre beaucoup sur leur adolescence, et en fait toute la guerre de Troie est très vite éclipsée. Et pareil, le personnage de Briseis dans Le Chant d'Achille, par rapport à la profondeur du personnage dans Le silence des vaincus, je l'ai trouvé caricatural. On parle quand même d'une reine qui se retrouve esclave,
Parmi les ennemis, dans le chant d'Achille, ça devient un personnage que je trouve presque caricatural elle se remet très vite de tout ce qui se passe, elle est très conciliante, elle est très douce, elle va faire des petits remèdes, des petits ceci, machin. Et pour moi, ça a du mal à passer parce que, encore une fois, dans le silence des vaincus, elle est tellement plus que ça. Et bon, je sais que le chant d'Achille se concentre pas du tout sur l'aspect guerre de Troie et vraiment sur l'histoire entre Achille et Patrocle, mais du coup, je trouve que ça sous-estime certains détails de la guerre de Troie qui ont quand même une importance assez grande. Voilà, je pense que ce que je n'ai pas aimé finalement, c'est que ça se concentre principalement sur des émotions, et en fait tout le reste est, je trouve, beaucoup trop éclipsé. Ma recommandation, lisez le chant d'Achille et lisez le silence des vaincus après, parce que franchement je pense que j'aurais adoré le chant d'Achille si j'avais pas d'abord lu le silence des vaincus. Mais d'un côté, j'aime bien aussi avoir l'arrogance de pouvoir dire le chant d'Achille, j'ai pas du tout aimé, non, j'ai trouvé ça très creux. Bref. Alors, le 4e livre dont je vais vous parler, c'est Subtil Béton, écrit par le collectif des Agglomérés. Pour vous situer le contexte, on est dans une France qui est tombée aux mains de l'extrême droite et qui petit à petit va sombrer dans une forme d'état autoritaire et totalitaire. Je sais pas pourquoi j'ai dit forme, en fait on est complètement dans un état autoritaire et totalitaire, une dictature, qu'on pourrait assimiler pas mal à 1984, mais en plus moderne forcément. Le récit commence au début d'une insurrection qui va subir une répression extrêmement violente et qui va étouffer quasiment complètement toute forme d'opposition au gouvernement. Donc ici, c'est pas tant le récit, mais plutôt la forme qui est particulièrement intéressante. Chaque autrice va créer un personnage qui vont tous interagir les uns avec les autres, et chaque chapitre du coup va se centrer sur un personnage. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que chaque autrice explore différentes manières d'écrire. On va avoir de l'écriture inclusive telle qu'on la connaît de nos jours, avec le point médian, des pronoms neutres, des adjectifs reféminisés, et on va avoir d'autres formes d'écriture qui vont être beaucoup plus poussées, beaucoup plus extrêmes, et qui vont vraiment pousser une réflexion sur comment est-ce qu'on peut écrire de la manière la plus inclusive. Alors c'est très intéressant, et en même temps je vais être honnête, moi au début ça m'a pas mal perdu. En fait il faut vraiment réussir à faire l'effort d'habituer son cerveau à la compréhension de certains mots, de certains styles d'écriture. Pour moi ça a bien pris jusqu'à la moitié du livre pour complètement m'immerger dedans. Et puis surtout en fait, comme la science-fiction en général, il y a un vocabulaire inventé qui est extrêmement dense. Moi j'ai eu beaucoup de mal à me faire à tous ces nouveaux mots qui parfois sont pas du tout expliqués, ou en tout cas sont expliqués beaucoup trop tardivement dans le récit. Dans les premiers temps de ma lecture, je trouvais ça très intéressant, j'avais envie d'aller au bout, mais honnêtement, arrivé peut-être à la 40e, 50e page, je comprenais toujours pas comment se structurait le livre, je comprenais toujours pas vers où on allait aller, je trouvais certains chapitres franchement inintéressants. Cependant, en fait, il y a un moment où ça se bascule, où c'est bon, le vocabulaire est ancré, la manière d'écrire aussi, on situe les personnages, on situe le contexte, et là du coup, en fait, j'ai trouvé le livre franchement rafraîchissant. C'est un livre qui est plein de belles choses et qui est très nuancé, que ce soit du point de vue à l'intérieur du militantisme, des différentes formes de militantisme, de différents militants, mais aussi bien évidemment de la politique, et puis plus généralement des relations humaines dans toute leur globalité. Chaque personnage finit par avoir de la profondeur et on finit par s'habituer et surtout s'attacher à eux, à chacun, en comprenant leur passé, leur présent et vers où ils vont aller. Ils sont pleins de doutes, d'interrogations, et ce que j'aime bien, c'est que il n'y a pas simplement la dimension politique, mais il y a aussi des doutes très humains et très normaux en général. Alors c'est un livre que je recommanderais, mais certainement pas si vous n'avez pas lu depuis un moment. Honnêtement, il est quand même assez dense. Je pense que c'est un livre qui va surtout intéresser un public militant, féministe et des linguistes qui s'intéresseraient à l'écriture inclusive. Sinon, j'ai vraiment du mal à voir le public visé derrière ce livre, parce que je pense que c'est pas un livre qui convertira qui que ce soit qui n'est pas déjà un minimum intéressé par les valeurs dont il parle. Et puis en plus, petit point bonus, à l'intérieur il y a un petit poster avec la carte de l'endroit où ça se passe.
ça toujours mignon quand on a des petits goodies dans ce genre-là, dans un livre. Donc c'est à noter. Et maintenant, en dernière partie, nous allons parler des livres que je n'ai pas réussi à lire ce mois-ci. Et on va commencer... Alors mince, je l'ai censuré parce que comme je lis au boulot, mais que je m'occupe d'enfants, valait mieux pas qu'il tombe sur cette couverture d'horreur de la vieille édition de ça, de Stephen King. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais les 4 livres dont je viens vous parler ont tous été écrits exclusivement par des femmes. Parce que l'année dernière, je me suis rendu compte que 90% de mes lectures étaient uniquement masculines. Et honnêtement, mes petits instincts féministes ont fait pardon. Donc du coup, ma résolution de cette année, c'était de lire 90% de femmes. Et comme je suis mauvaise pour calculer des statistiques, je me suis dit que le meilleur moyen d'arriver à ce résultat était encore de lire que des livres écrits par des femmes. Donc au mois de janvier, j'ai réussi, les 10 livres que j'ai lus étaient des femmes, et se sont même glissés parmi les 10 livres des petits essais féministes, donc alors vraiment, je suis une championne. Mais là, ce mois-ci, je me suis rendu compte que l'année dernière, j'avais lu le premier tome de ça, et alors autant le premier tome, je l'avais trouvé vraiment très très cool, autant le deuxième tome, là j'en suis à la moitié, j'en peux plus, c'est super long. Ah là là, mais c'est super long, les personnages sont... Je les déteste tous, encore quand... Parce que le premier tome, ils sont surtout enfants, donc là ça va, c'est plus facile de s'attacher à des enfants qu'à des adultes. Mais alors en tant qu'adulte, mais c'est vraiment tous des petites merdes, hein. Y en a pas un pour attraper l'autre, franchement je les trouve tous détestables. Après, il faudrait peut-être que je m'accroche, mais mon Dieu, j'y ai trouvé tellement de défauts, j'ai pas réussi. Et juste avant, j'étais en train de me dire, Séraphine, faut que tu fasses des critiques qui soient neutres et nuancées. Non, là j'ai pas aimé du tout. Bon, alors, après l'histoire m'intéresse quand même un peu, j'ai envie d'aller au bout, mais je pense que je vais juste regarder les films en fait, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et là franchement, je suis à la moitié du bouquin, 50% du truc c'est des trucs qu'on a déjà lus, les 50% restants c'est une boucle interminable entre le point de vue de chaque personnage et les quelques petites bribes d'intrigue qui font avancer l'histoire. Elles sont tellement minimes et éparpillées, j'aime pas du tout. Et je crache sur ce livre en toute objectivité parce qu'en général, j'aime bien Stephen King. Donc j'avais franchement hâte de lire ça parce que je pensais que ça serait un de ces best-sellers que j'allais trop aimer. Pas du tout. Horrible. On passe à la suite. Le deuxième livre que j'ai pas réussi à lire, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai pas fini ce mois-ci. Je pense que je le finirai le mois prochain. Et 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, qui a eu avec ce livre le prix Nobel de littérature en 1982. Soit. J'ai acheté ce livre parce que beaucoup de personnes ont fait la remarque que Encanto, le dernier Disney, était en gros une version Disney de 100 ans de solitude. Vu que j'avais bien aimé Encanto, ça a titillé ma petite curiosité. C'est une saga qui va nous raconter l'histoire sur plusieurs générations d'une famille, des fondateurs du village de Macondo, si je ne me trompe pas, qui est complètement isolée du reste du monde. Le livre est formidable, il est très bien écrit, se lit assez facilement, mais je vais nuancer ça juste après. Il est plein d'absurdité et en même temps de réalisme, il y a plein de trucs un peu tordus, mais j'aime bien les trucs un peu tordus dans les livres. Et beaucoup d'humour aussi, il y a énormément d'humour dans ce livre, et ça j'aime bien aussi, quand un livre est sérieux, mais très drôle en étant sérieux. Son gros problème, c'est que cette famille qu'on va suivre sur plusieurs générations vont tous avoir quasiment les mêmes prénoms. Là, le gros problème, c'est que autant la première, la deuxième et même la troisième génération, ça va, mais en fait, au bout d'un moment, ils font tous des enfants dans tous les sens et ils leur donnent tous exactement les mêmes prénoms et du coup, c'est un enfer à suivre. Et pour la petite anecdote, ce matin, complètement par hasard, je suis tombée sur un article de France Culture qui faisait une liste des 10 livres que les gens ont eu le plus de mal à terminer. Et il y avait 100 ans de solitude. En fait, au bout d'un moment, les personnages deviennent tellement denses avec des histoires qui sont
tellement dense, parce qu'on les suit quand même de la naissance jusqu'à la mort, mais ça devient un foutoir, mais pas possible, on sait plus qui a fait quoi, qui a eu une histoire d'amour avec qui. Du coup, au bout d'un moment, en fait, là j'en suis à la moitié. Dès qu'il y a le nom de quelqu'un et que ça commence à parler de son passé, t'es obligé de revenir en arrière pour essayer de le resituer, de réfléchir, attends, lui il s'est marié avec qui déjà? Complexe. Complexe, mais très bien. Franchement, au top. La critique qui a été la plus dite sur l'article du coup de France Culture, et je la partage à 100%, c'est que la lecture de ce livre serait tellement simplifiée si juste au début, il nous faisait un petit arbre généalogique. Vraiment. Il en faudrait pas plus, parce que franchement non, là c'est trop compliqué. Mais le livre est génial, donc je pense que celui-là je vais aller au bout. Voilà, ça va être un format un peu filler, mais en même temps je pense que ça va être intéressant pour moi d'avoir mois par mois une rétrospective de qu'est-ce que j'ai lu, où est-ce que j'en étais à ce moment-là dans mon année, donc quel état d'esprit j'étais, et voir si ça se répercutait sur mes lectures, ou si mes lectures se répercutaient sur mon état d'esprit du mois. C'est possible aussi. Et puis je pense aussi pour vous, en fait, ça peut être intéressant parce que ça vous fait des recommandations de livres. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux tels que Instagram ou YouTube. En tout cas, merci beaucoup si vous êtes allés au bout de cette vidéo. Je vous fais la bonne bise et puis à bientôt. À bientôt.